La République en marche à la peine dans la capitale. Le mathématicien dissident Cédric Villani n'en démord pas et ce n'est pas Emmanuel Macron qui le fera changer d'avis. Il livrera bataille jusqu'au bout, quitte à diviser l'opposition face à Anne Hidalgo. Le gouvernement annonce que la courbe du chômage a baissé de plus de 3% en 2019, une embellie trompeuse alors que tout est fait pour améliorer les statistiques. L'escalade de violence se poursuit en Irak, devenu le terrain d'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Le pays voit se multiplier les manifestations d'hostilité vis-à-vis de Washington, de Téhéran, mais aussi à l'égard du pouvoir en place. Madame, monsieur, bonsoir. La République en marche se prend le nouveau monde en pleine face à Paris. Cédric Villani, écarté par le parti présidentiel pour l'investiture des municipales de la capitale, poursuit sa route au détriment du chouchou macronien Benjamin Griveaux. Une équation que le président de la République ne parvient pas à résoudre. Je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. C'est un véritable camouflet pour Emmanuel Macron. Cédric Villani n'a pas calmé ses ardeurs. Ni la pression présidentielle, ni l'exclusion du parti. Rien ne semble vouloir le détourner de sa campagne pour la municipale parisienne. Une véritable épine dans le pied de la majorité qui se voyait déjà à la place de l'édile anti-voiture Anne Hidalgo. Convoqué à l'Élysée par le président dimanche dernier, le mathématicien ne s'est pas fait prier pour envoyer l'intéressé dans ses cordes, actant, je cite, une divergence majeure avec Emmanuel Macron. Réponse du berger à la bergère, Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche, a annoncé dans la foulée son intention d'exclure Cédric Villani du parti. Une expulsion en règle qui pourrait plutôt faire les affaires du candidat. En effet, entre les plaintes quant au bilan d'Anne Hidalgo et le rejet de la majorité, au vu de la situation sociale dans le pays, un départ sans étiquette semble être un avantage. De quoi rappeler un certain Emmanuel Macron en 2016 quand il s'est lancé dans la course à l'Élysée en voulant enterrer le fameux vieux monde. Un vieux monde qui a rapidement refait surface pour laisser place aux combines d'appareils partisans, comme le démontre bien la bataille Griveaux-Villani. Un duel que tout le monde pensait voir faire long feu tant le profil peu politique du scientifique saute aux yeux. Pour autant, l'entourage de campagne de Cédric Villani vient bien compenser cet aspect. Son porte-parole, Ryan Nezar, jeune énarque et ancien socialiste passé chez La République en marche, doit sans doute faire preuve de davantage de pragmatisme. Quoi qu'il en soit, la persévérance de Cédric Villani surprend, mais paie aussi. En effet, alors que Benjamin Griveaux était présenté comme le futur maire qui terrasserait Hidalgo, à 2 mois du scrutin, rien n'est moins sûr. Les derniers sondages font toujours la part belle à l'édile en place avec 23%, talonné désormais par la candidate des Républicains Rachida Dati, actuel maire du 7e arrondissement et ancien garde des Sceaux, qui recueille 20% des intentions de vote après un début de campagne résolument anglais sur la sécurité. Le poulain de l'Élysée n'est donc qu'en 3e position, bien derrière, avec 16% dans les meilleures enquêtes. Cédric Villani reste derrière, avec un score estimé entre 10 et 13 points, selon les sondages. Un retard qu'il pourrait rattraper grâce à une nouvelle prise de guerre. En effet, la journaliste Isabelle Saporta, accessoirement compagne du leader des écologistes Yannick Jadot, a annoncé son ralliement aux scientifiques alors qu'elle soutenait jusque-là l'ancien conseiller de François Hollande, Gaspard Ganzer, à la traîne avec 2%. Une nouvelle compagne de route pour Villani qui ne l'avait pourtant pas épargné jusque-là. En effet, Isabelle Saporta avait pointé du doigt le travail parlementaire du mathématicien en dénonçant notamment son absence lors des votes sur le glyphosate et le CETA, le traité commercial avec le Canada. Des divergences visiblement dépassées qui pourraient donc faire basculer une partie des Verts de la liste de David Béliard, aujourd'hui crédité de 14,5%. La tête de liste a d'ailleurs fait savoir qu'il pourrait renoncer à une alliance avec la candidate socialiste au second tour. On voit bien l'idée derrière. Malgré sa 3e place, Benjamin Griveaux est donc dans une bien mauvaise posture. La pauvreté de ses réserves de voix commence même à désespérer ses propres rangs. Pas étonnant que de plus en plus de ministres se lancent dans la course des municipales. Gérald Darmanin, le ministre du Budget et des Comptes publics, vient d'annoncer qu'il se présentera à la mairie de Tourcoing, dans le Nord. Édouard Philippe pourrait également se laisser tenter par un retour dans sa ville du Havre. D'autres devraient venir apporter leur soutien ou l'opprobre à Benjamin Griveaux dans la capitale. C'est le cas de Marlène Schiappa qui sévit en chauffeur de salle pour les meetings. Elle pourrait se présenter dans le 14e arrondissement. Le ministre de la Santé Agnès Buzyn déclare aussi à qui veut l'entendre qu'elle souhaiterait se présenter aux urnes, ce qu'elle n'a encore jamais connu.
Quoi qu'il en soit, la bataille des deux marcheurs de la première heure occupe sans surprise l'essentiel de la surface médiatique. De quoi rendre la tâche difficile aux listes moins porteuses dans la capitale. Serge Federbusch, le candidat d'Aimé Paris, soutenu par le Rassemblement national, se hisse désormais à 6% après avoir gagné 1 point. Il dépasse la liste de Daniel Simonet de la France Insoumise, crédité de 4%. Le monde du travail va bien, c'est ce qu'on pourrait croire si l'on s'en tient aux chiffres dévoilés lundi par le ministère du Travail et Pôle emploi. Malgré une baisse notable sur l'ensemble de l'année 2019, la réalité est toutefois moins reluisante. Thibaut Bastide. Une baisse inédite, du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Tout est bon pour crier victoire sur le front de l'emploi. Lundi, Pôle emploi et le ministère du Travail ont dévoilé les chiffres du chômage pour l'année 2019. Un excellent millésime à en croire les statistiques. Sur un an, en France entière, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans activité, a baissé de 3,3%, s'établissant à un peu plus de 3,5 millions de personnes fin 2019. Ce sont ainsi plus de 110 000 Français qui auraient retrouvé un emploi l'année dernière. Une diminution nettement plus importante que celle qui avait été enregistrée en 2018, moins 1,4%. La performance retient d'autant plus l'attention que la croissance de l'économie devrait être plus faible en 2019 que l'année précédente. Concernant les autres catégories, B et C, regroupant les personnes qui recherchent un poste tout en étant déjà en activité, ont vu leurs effectifs se résorber, ce qui n'était pas le cas en 2018 et les années précédentes. Une évolution qui peut être interprétée comme le signe d'une précarité légèrement moindre dans le monde du travail. Ainsi, toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi sur le territoire atteint 6,4 millions de personnes, en baisse de 2,2% sur un an. Et cette diminution touche toutes les tranches d'âge, les hommes comme les femmes. Un bilan flatteur pour le gouvernement accaparé par le dossier de la réforme des retraites, et alors que le climat social est toujours extrêmement tendu. Si ces résultats peuvent être perçus comme une réussite de politique mise en place, il ne s'agit en réalité que d'un bilan de façade. En effet, les voyants tournent davantage au orange qu'au vert. Tout d'abord, si le nombre de demandeurs d'emploi baisse parmi les personnes inscrites à Pôle emploi depuis moins de 3 ans, il augmente de 3,8% sur un an pour ceux inscrits depuis plus longtemps. La durée moyenne d'inscription à Pôle emploi augmente ainsi de 10 jours sur un an pour atteindre 323 jours. Par ailleurs, dans les contrats signés, il y a un peu plus de CDI et les CDD sont un peu moins courts qu'il y a 2 ans par exemple. Mais si on regarde sur le long terme, c'est un peu différent. En 2000, 50% des CDD signés étaient de moins d'un mois. En 2019, c'est plutôt 66%. Une forte progression des contrats courts qui améliore donc les statistiques sur le très court terme. À cela, il faut également ajouter l'absence de la prise en compte des stages et les radiations administratives de Pôle emploi qui constituent 8,6% des sorties de chômage. Avec ces données mises bout à bout, le bilan est beaucoup moins flatteur. Autre point noir, l'année 2020 devrait être moins riche en emploi qu'en 2019, notamment à cause d'une croissance au ralenti. Des incertitudes planent également au niveau international avec de nombreuses tensions commerciales. Enfin, si le bilan dévoilé lundi peut mettre un peu de baume au cœur, rappelons que la France garde un taux de chômage parmi les plus élevés de l'Union européenne. L'Irak, en proie au chaos, devenu le terrain de jeu de la rivalité entre l'Iran et les États-Unis, le pays connaît une escalade de violence depuis plusieurs mois. Retour sur une situation complexe avec Olivier Frère-Jacques. Manifestations anti-américaines, manifestations anti-iraniennes, manifestations anti-gouvernementales. Les motifs de contestation ne manquent pas en Irak. Depuis le mois d'octobre, les mobilisations de contestataires de tous bords auraient d'ailleurs fait un demi-millier de morts. Dimanche, l'ambassade américaine de Bagdad a été touchée par des roquettes. Possible réponse de milices chiites à l'assassinat du général Soleimani et de son bras droit irakien Abu Mehdi al-Muhandis. C'est en tout cas la lecture qu'en a aujourd'hui officiellement la Maison-Blanche. Reste que la diversité des organisations armées dans la région, qu'elles soient chiites ou sunnites, laisse toujours planer le doute. Difficile de voir dans les revendications des manifestants une véritable unité. En effet, si le ressentiment à l'égard des États-Unis est le plus important après 17 années d'occupation, n'envisager le problème irakien qu'à la lumière de l'impérialisme de Washington ne permet pas de comprendre le sac de nœuds politique qui paralyse le pays. En effet, les manifestations d'hostilité à l'encontre du voisin iranien existent également. Et pour cause, Téhéran a un agenda politique serré et se verrait bien étendre un peu plus son influence en Irak.
un pays avec lequel la République islamique fut tout de même en guerre durant 8 années entre 1980 et 1988, ce qui laisse des traces dans les mémoires mais aussi sur les corps. Les mutilés de guerre des deux camps en vie sont toujours autant de témoins vivants d'un épisode qui n'est pas oublié. Manifestations hostiles à Washington, à Téhéran, mais aussi et peut-être surtout des manifestations de nature plus sociale contre les institutions en place, la corruption, le chômage et en faveur de nouvelles élections. Devenu un champ de bataille entre les États-Unis et l'Iran, l'Irak voit des personnalités tenter de reprendre la main à la faveur du chaos. C'est le cas notamment de Moqtada al-Sadr, meneur politique qui a réactivé l'armée du Mahdi, milice chiite irakienne. Son parti, En Marchant, arrivé en tête lors des dernières élections législatives, paraît cependant aujourd'hui plus en difficulté, Al-Sadr ayant pris un virage pro-iranien depuis l'assassinat du général Soleimani et d'Abou Mehdi al-Muhandis. Al-Sadr a en effet vu dans ces événements un possible point de basculement de l'opinion irakienne en faveur de Téhéran, ce que sa base ne semble pas admettre. Le risque pour l'Irak est de voir émerger une personnalité trop proche d'un camp ou de l'autre, qui renforcera la détermination du camp d'en face, qui aura alors une démarche de déstabilisation. Difficile d'imaginer un dénouement positif à court et moyen terme. L'assassinat de Soleimani ne sera pas oublié par Téhéran, qui pourrait profiter des élections états-uniennes à l'automne prochain pour intensifier les opérations hostiles aux intérêts de Washington dans la région. Donald Trump, lui, devrait agir en fonction des mêmes contingences électorales. La rue irakienne devra, elle, très probablement se trouver un champion pour redonner au pays son indépendance sans se mettre à dos le voisin iranien ni les États-Unis. Les soldats du feu sur le pont à Paris. 4 mois après une première mobilisation dans la capitale, les sapeurs-pompiers s'étaient à nouveau donné rendez-vous place de la République pour faire entendre leurs revendications. Une manifestation qui a donné lieu à de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre. Des images de Géraud Dufayet. La colère des pompiers s'embrase. Ce mardi, des sapeurs-pompiers venus de toute la France ont manifesté à Paris à l'appel d'une intersyndicale. Les pompiers souhaitent notamment une revalorisation de leur prime de feu. Pour eux, il s'agit d'un préalable pour espérer amorcer une sortie de crise. Cette prime de feu, qui n'a pas été revalorisée depuis 1990, équivaut à 19% de leur salaire de base. Les 3 grands points qui font qu'on est là aujourd'hui ici pour la deuxième fois, l'acte 2 on va dire du 18 octobre 2019, ça va être la revalorisation de la prime de feu, la contestation de la réforme des retraites, qui va nous toucher quand même plus durement que ce qu'on veut nous faire croire, et des réponses concrètes à l'augmentation des violences faites envers les sapeurs-pompiers sur le territoire français. On intervient partout, il n'y a pas de zone de non-droit pour nous, et malheureusement ce n'est pas le cas des forces de l'ordre, qui sont souvent dans l'incapacité de nous escorter sur des missions dangereuses. Donc nous demandons effectivement un renforcement sur le terrain des policiers et des gendarmes pour pouvoir assister les sapeurs-pompiers. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils cèdent, parce que ça commence à faire long, et le service hospitalier en a marre, les sapeurs-pompiers en ont marre, donc il va falloir qu'ils comprennent. Depuis le mois de mars, nous sommes en conflit. Nous avons obtenu 2 rendez-vous. Lors de la dernière manifestation, le ministre de l'Intérieur n'était même pas là pour nous recevoir. On a vraiment l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux, qu'on fait traîner les dossiers en espérant qu'on s'épuise. Aujourd'hui, on est surtout là pour montrer qu'on n'est pas prêt de s'épuiser, et puis que s'il faudra remonter, on remontera. Une mobilisation très suivie alors que les syndicats ont été reçus par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans la matinée. Ce n'est pas la première fois que les soldats du feu manifestent. Ils avaient déjà défilé à Paris en octobre dernier en mettant en avant la non-reconnaissance de leur métier comme une profession à risque, le manque d'effectifs ou encore les nombreuses incivilités et agressions dont ils sont régulièrement victimes. Et on poursuit avec l'actualité en bref et Olivier Frère-Jacques. Les victimes du coronavirus s'accumulent. Ce mardi, les autorités chinoises ont annoncé que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine s'est aggravé à 106 morts, dont 100 dans la seule province de Hubei, épicentre de l'épidémie, et près de 1300 nouveaux cas ont été confirmés. La ville de Pékin a déploré lundi son premier décès, un homme de 50 ans qui revenait de Wuhan. Une cinquantaine de malades ont par ailleurs été répertoriés dans le reste du monde et une douzaine de pays ont été atteints par le virus. Un premier cas de contamination a été confirmé lundi en Allemagne, qui devient ainsi le deuxième pays touché en Europe après la France, où 3 patients ont été hospitalisés. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, se sont mobilisés ce mardi pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan. Nouveau démantèlement d'un camp de clandestins. Ce mardi matin, les forces de police ont procédé à l'évacuation d'un important camp de migrants situé porte d'Aubervilliers à Paris.
Encadrés par un important dispositif policier, des centaines de clandestins qui avaient planté des tentes ou monté des baraquements de fortune au bord du périphérique ont été acheminés vers des bus à destination de gymnases ou de centres d'accueil franciliens. Ce démantèlement intervient 2 mois après celui du camp voisin de la Porte de la Chapelle où 1600 migrants avaient été évacués. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait promis que l'ensemble de ces campements du nord-est de Paris seraient vidés avant la fin 2019. Les actes antichrétiens toujours très nombreux en France. Selon les statistiques annuelles publiées par le ministère de l'Intérieur, les faits antichrétiens ont été un peu moins nombreux en 2019 qu'en 2018, mais ils dépassent toujours le millier pour la 4e année consécutive. 1052 faits antichrétiens ont été recensés, soit 11 de moins qu'en 2018. Le ministère a précisé que les actions consistaient quasi exclusivement en des atteintes à des biens à caractère religieux, vols, dégradations, inscriptions antireligieuses. Les actes d'hostilité à l'égard de l'islam ou du judaïsme cumulés n'atteignent même pas le niveau des actes antichrétiens. Ils font cependant l'objet d'une attention toute particulière de la part de nombreux médias. Et on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez Géopôle. Richard Haddad reçoit l'avocat en France de Carlos Ghosn, Jean-Yves Le Borgne, pour décortiquer les accusations qui pèsent sur l'un des plus grands patrons français. La justice américaine a compétence à peu près sur le monde entier pour n'importe quoi, même s'il n'y a pas le moindre Américain, ni dans l'affaire, ni même en vue. C'est un phénomène qui est important, qui est intéressant. On n'a pas le temps de l'évoquer, et puis c'est pas le sujet du jour, mais je pense que l'idée de combattre cette hégémonie, l'idée de faire en sorte que le droit, la justice ne soit pas une pression, notamment sur nos compatriotes qui peuvent, demain, hier c'était Carlos Ghosn au Japon, mais demain ça peut être un autre ailleurs, être l'objet d'une sorte de règlement de compte économique, industriel, commercial, mais placé sous l'égide de la respectabilité de la justice. Il y a même un livre qui s'appelle « Le droit comme arme économique ». Il serait temps que nos compatriotes en prennent conscience. Ce soir, découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Land nous parle du chef de la brigade infernale de l'épopée napoléonienne, le général Antoine Lassalle. Le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui est ce que mon grand-père pourrait appeler avec ces mots un sacré gaillard. Hussard plein de panache et de bravoure, enfant terrible, chef de cavalerie exceptionnel, je veux bien sûr parler de Lassalle, non pas de Jean Lassalle, mais du général Antoine Lassalle. Il a servi sous la Révolution, puis sous Napoléon, où il a participé aux grandes heures de l'Empire et s'est illustré à de nombreuses reprises à la tête de ces hussards, surnommés la Brigade Infernale. Toujours équipé de sa pipe légendaire, même pendant la charge, il a été la terreur des ennemis de la France et le plus grand sabreur de la Grande Armée. Retour sur un parcours aussi palpitant que tumultueux, sur la vie et la mort d'un hussard de Napoléon. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, je vais faire dans le people. Grrr, ça m'excite follement. Gala et voici n'ont qu'à bien se tenir. Tempête en Grande-Bretagne. Meghan Markle. Non, je ne parle pas de la Meghan fabriquée par Renault. Je parle de la duchesse de Sussex pour les intimes, femme du turbulent Harry. Que fait donc notre Meghan de duchesse de Sussex ? Eh bien, elle décide avec fracas de se retirer de la scène royale pour aller s'installer avec son chéri d'amour et son petit enfant dans une cabane au Canada en tirant bien bas sa référence à sa royale grande belle-mère. Peut-être voudra-t-elle se faire bientôt appeler la duchesse de Robinson de Crusoe. Et pourquoi qu'elle veut tout quitter, la duchesse Crusoe ? Parce que, j'en pleure en le disant,
c'est parce que la vie d'Altesse Royale, c'est trop dur. Alors évidemment, les magazines français qui n'en comprennent rien, ni à l'histoire, ni à l'Angleterre, ni à la famille royale, prennent fait et cause pour la pauvre chérie, unanimement critiquée par les Anglais, pour cet abandon de poste d'autre part. Nos bons journalistes évoquent même un probable racisme anglais. La Meghan aurait été méprisée compte tenu de sa couleur de peau. En revanche, ils encensent la Miss, vantent sa soif de liberté, louent sa capacité à briser les codes, à humer le vent de la modernité. Ils en profitent pour ringardiser les Windsor, l'occasion est trop belle. Et pourtant, n'en déplaise à nos journalistes franchouillards gauchisants, de l'autre côté de la Manche, c'est une autre paire de manches, car elle n'est pas du tout populaire en Angleterre, la Meghan. Les Anglais estiment qu'il ne faut quand même pas se moquer du monde. La Meghan non motorisée, elle l'a épousé en connaissance de cause, son Harry. Et elle en a bien profité en termes de valorisation de son image. Et soudain, au premier coup de Trafalgar, elle irait capitaliser sur son image de princesse déchue et faire carrière outre-Atlantique. Il y a un peu d'abus quand même. En tant que contribuable, quand on a une monarchie, on ne se paie pas quand même de cette façon-là. Et faire ça à l'honorable Élisabeth à 93 ans et en plein Brexit. Comme on dit familièrement, il y a des claques qui se perdent. Cela dit, nous pouvons faire confiance aux Britanniques, n'en déplaise aux journaux républicains de notre France bien-aimée, pour savoir où est la vraie voie, celle de la tradition. Car pendant ce temps, la très charmante Kate et ses 3 bambins en manteau de feutre et chaussures à boucles engrangent des records de popularité. Elle a compris, elle, qu'on peut être glamour, photogénique, tout en assurant l'essentiel, à savoir son devoir de future reine. Et de cela, les Anglais lui en sont infiniment reconnaissants. Petite question subsidiaire, entre Kate d'un côté de la Manche et tante Bridgeton de l'autre côté, que préférons-nous vraiment ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.